Bonjour, nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux données du domaine users. Users, c'est le domaine des utilisateurs. Alors, les utilisateurs, on les a déjà dans le domaine fulfillment, celui qui est consacré à la circulation et au service aux usagers. Cependant, ce domaine ne doit pas remonter l'ensemble des données relatives au lecteur. C'est le cas, en revanche, du domaine users. Donc, c'est plutôt le domaine users qu'on va utiliser quand on a besoin de constituer des listes de lecteurs. Alors, évidemment, dès qu'on veut constituer une liste de lecteurs à partir de données de prêt, usagers qui ont des documents en retard depuis X jours, par exemple, c'est effectivement dans Fulfillment qu'on va faire ça. Simplement, dans Fulfillment, toutes les informations ne remontent pas nécessairement, par exemple le contenu des notes. Donc là, on va être coincé. Donc si on a besoin d'une information qui ne remonte pas dans Fulfillment, qu'on ne peut pas non plus faire remonter du domaine users en croisant le domaine Fulfillment et ce domaine, eh bien, il va falloir travailler sur deux rapports séparés, par exemple des rapports imbriqués comme il vous sera présenté dans une autre vidéo. Donc là, voilà, users, on est vraiment sur les données d'usagers, les données de lecteurs, avec l'ensemble des informations sur ces lecteurs, y compris les rôles, et c'est un point important, y compris les rôles de type bibliothécaire. Hein. Les rôles, tout le monde a au moins le rôle de lecteur pour pouvoir emprunter, mais les utilisateurs d'Alma ont des rôles supplémentaires. Donc quand on veut travailler aussi sur les bibliothécaires qui utilisent le système de gestion, eh bien, on travaille depuis ce domaine users. Alors, le domaine users, on va regarder un petit peu les données qu'on y trouve, en commençant, comme c'est souvent le cas, par des instruments de mesure, nombre d'utilisateurs. Alors, nombre d'utilisateurs qui est décliné par type d'utilisateur. Dans 99,9% des cas, nos usagers sont des usagers de type public. Les utilisateurs de type contact, ce sont les fournisseurs, hein, puisque quand on crée un contact pour une fiche fournisseur, on crée en fait une fiche simplifiée, une fiche usager simplifiée. Les utilisateurs staff, théoriquement, correspondent aux utilisateurs professionnels du système. Simplement, nous, tous nos utilisateurs professionnels sont importés par le système de gestion de scolarité, enfin le système de gestion de cartes, pardon, et nous ne les distinguons pas. On pourrait essayer, mais c'est pas si évident que ça d'arriver à distinguer dans la structure des dossiers qui est un bibliothécaire de qui est un personnel administratif, par exemple. Donc nous, tous nos utilisateurs professionnels ont des dossiers de type public. Donc ce qui remonte dans Staff, c'est très peu de dossiers. Et généralement, c'est des dossiers qu'on a créés à la main, soit d'ailleurs en les catégorisant comme Staff par erreur, soit volontairement, mais dans ce cas, ce sont souvent des dossiers génériques, comptes de test ou autres. Donc en fait, voilà, tout ce qui se passe, comme tout ce qui existe comme dossier, est généralement un dossier de type public. Donc les instruments de mesure sont ceux-ci. Après, nous avons les informations détaillées. Donc, c'est les informations détaillées de notre lecteur, mais pas complètes, puisque comme vous le voyez, nous retrouvons ensuite isolées les informations du type adresse postale, numéro de téléphone, email, etc., etc. Donc, on va regarder ça plus en détail. Juste une précision sur les adresses de contact. Là, il y a toutes les adresses qui remontent. Ce n'est pas le cas dans le domaine fulfillment, où on va avoir à chaque fois l'adresse de contact identifiée comme préférée. Donc là aussi, si on a besoin de s'appuyer sur des adresses secondaires, c'est dans le domaine users qu'il va falloir travailler. Alors, ce qu'il y a par contre dans le dossier, enfin dans le domaine, ce dossier user details ressemble beaucoup, voire est identique, quelques bémols près, à ce qu'on trouve comme informations dans le dossier borrower details du domaine fulfillment. Donc on retrouve les mêmes informations, c'est-à-dire y compris nos catégories statistiques qu'on utilise fortement pour le prêt, pour ventiler le nombre de prêts par année d'études, par composante, par établissement, etc. Donc là, on les retrouve. De la même manière qu'on retrouve évidemment le groupe d'utilisateurs,
Alors bon, avec deux valeurs, le groupe d'utilisateurs ou le code du groupe d'utilisateurs, bon, c'est un peu subtil, hein, mais c'est la même chose au final. On retrouve aussi le campus, on retrouve également l'identifiant principal. Donc en tout cas, pour les dossiers qui sont encore présents dans la base. Les dossiers qui ont été supprimés de la base, on va pas retrouver ces informations-là, hein, bien sûr. Donc là, on est vraiment dans les dossiers présents dans notre catégorie. Le reste des informations est assez classique, date de naissance, prénom, nom de famille, la langue identifiée comme langue de contact privilégiée, la date de purge et la date de suppression, hein, du dossier, la fameuse date d'élimination, à ne pas confondre avec la date d'expiration. Donc voilà, il n'y a pas trop de surprises, on retrouve l'ensemble de nos données avec simplement voilà, des choses qui sont peut-être pas parlantes immédiatement en anglais. Le user record type, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, contact, public, staff. Donc pour nous, ce sont quasi exclusivement des usagers de type public. Le user type, voilà, là aussi peut-être pas très parlant en anglais, c'est le type de dossier externe ou interne. Alors, on peut regarder aussi d'autres choses, peut-être peu parlantes, job category, job description. Donc, job category, ce sont ces étiquettes de gestion qu'on met dans certains dossiers. Par exemple, l'étiquette qu'on met pour identifier un dossier de type moniteur, celle qu'on met pour identifier un dossier de type professionnel, les comptes de test, les comptes, les étiquettes qu'on attribue aux usagers de l'EI-Purpan et l'étiquette provisoire qu'on donne en complément avec un autre paramètre, le groupe de lecteurs autorisés, pour les dossiers pour lesquels nous demandons une mise à jour automatique par le biais des API. Alors là, voilà, dans le job description, on voit d'autres choses. Donc ça, c'est plutôt des collègues qui ont renseigné ces informations-là à la place du champ notes. Donc c'est plutôt, pour être tout à fait franc, il s'agit plutôt des... Voilà à peu près ce qu'on a comme information. Alors, petite précision quand même, le mot de passe, évidemment, ne remonte pas. Pour les lecteurs autorisés, nous n'avons pas de mot de passe à cet endroit. Les informations de contact, donc comme je le disais, adresse postale, donc avec line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, le SMS, que nous n'utilisons pas aujourd'hui, nous n'exploitons pas aujourd'hui, l'email et le numéro de téléphone. Donc ça, ce sont les informations de contact préférées. Et nous avons la vue complète sur l'ensemble des informations, commençant par les informations postales à nouveau, les informations relatives au numéro de téléphone, les emails. Donc, si je veux afficher tous les emails, je vais juste mettre email et, par exemple, un identifiant principal d'utilisateur. Et si je veux juste l'adresse email préférée, voilà, j'ai un petit indicateur qui me permet de dire que c'est l'adresse email préférée que je souhaite identifier, que je souhaite afficher, pardon. Les identifiants, alors on regardera tout à l'heure comment ça se manipule, les identifiants. Vous savez que nous avons plusieurs identifiants. Donc là, on n'est pas dans l'identifiant principal. Hein. L'identifiant principal, qui sert notamment à l'authentification, c'est le primary identifier qui est dans le user details. Là, ce sont les identifiants qui sont dans l'onglet identifiant du dossier. Donc, il y a l'UNR, mais il n'y a pas que l'UNR, puisque nous importons aussi un code barre qui s'appelait théoriquement dans la nomenclature du système de gestion de cartes, le code barre bibliothèque. Alors, il avait été créé pour les besoins de notre réseau. Ces besoins depuis n'existent plus, puisque ça fait plusieurs années que ce qui est lu au niveau des cartes MUT, c'est le numéro UNR. Néanmoins, voilà, l'usage institutionnel a généralement un numéro UNR et un code barre bibliothèque. Il peut y avoir encore d'autres identifiants. Et puis, par ailleurs, comme vous le savez, tous les usagers qui ont plusieurs inscriptions, qui ont des contrats simultanément à différents endroits ou qui ont à la fois une inscription à un endroit et un contrat ailleurs, bien tous ces dossiers, quand on le peut, en tout cas, on les dédoublonne et donc on va avoir en fait des identifiants du même type, identifiant UNR par exemple, qui va se répéter plusieurs fois s'il y a lieu.
Les blocages, donc ça c'est une information qu'on ne voit pas non plus remonter quand on est dans le domaine fulfillment, mais là on voit, on récupère les informations qui sont dans l'onglet blocage, qu'il s'agisse de blocages créés manuellement ou des blocages créés automatiquement par le système. Donc voilà, si on regarde le block type, donc là pas très causant, hein, mais on va voir les autres. Block status, on peut activer ou désactiver un blocage, hein, il faut l'avoir en tête, même si la désactivation du blocage n'est pas nécessairement ce qu'on recommande, mieux directement le supprimer, mais cette information existe. La description du blocage, perdu, suspension lors du retour du prêt en retard, quitus, et les informations sur la date d'expiration du blocage. Le créateur du blocage aussi, alors j'affiche pas parce qu'il y a des informations nominatives sur les personnes qui ont créé, mais les blocages peuvent être créés manuellement, c'est-à-dire un bibliothécaire assigne un blocage depuis cet onglet, mais ces blocages peuvent être aussi assignés par le système, et généralement la majorité d'entre eux sont assignés par le système. On va retrouver les deux catégories, ces deux catégories-là. Donc ça, c'est les blocages. Et on va regarder, parce que c'est, on va dire, relativement dans la continuité, l'onglet Notes. L'onglet Notes, on en retrouve également le contenu avec l'indicateur de est-ce que c'est visible ou non du lecteur. Le type de note, puisque vous savez qu'on peut mettre un espèce de tag pour indiquer la nature de la note. Fonctionnellement, ça n'apporte pas grand-chose, mais ces éléments-là se retrouvent ici. Et donc, le contenu de la note tel qu'il est libellé textuellement. Donc là aussi, pour éviter toute mauvaise surprise, je ne l'affiche pas, mais c'est tout ce qui a pu être inscrit comme note se retrouve à cet endroit. Les informations de campus details, on va regarder. On le voit à plusieurs reprises, hein, le campus, on le voit là, mais on le retrouve aussi dans le user details, avec une petite subtilité qui est un peu désagréable d'ailleurs. Donc c'est la même chose en fait. Simplement quand on filtre ici, eh bien le système ne nous affiche que nul ou chambre. Alors faut pas se laisser troubler. On va voir tout à l'heure qu'il y a quand même des informations qui remontent. On va voir même dès maintenant. Je vais hop. Voilà. Donc j'ai quand même une information qui remonte, alors c'est une information erronée parce que j'avais modifié mon dossier. Donc j'ai quand même une information qui remonte. Simplement, voilà, si vous voulez filtrer, que vous donc filtrez sur ce campus code ici, pardon, ici, vous cliquez sur la loupe, vous n'avez que deux propositions. Donc ça, et vous voyez que si je fais plus, je continue à afficher Champollion. Néanmoins, c'est pas un souci. Vous pouvez en toutes lettres, par exemple, ici, filtrer sur l'UT2J et vous aurez effectivement des résultats qui vont remonter. Donc voilà, ne soyez pas surpris si en utilisant la loupe, on vous fait que deux propositions. En fait, tout y est et tout est filtré. Ceci étant, voilà, il est aussi possible, hein, c'est pas problématique, il est aussi possible d'utiliser ce qui est ici dans Campus Details. Les rôles. Donc les rôles, comme je le disais en introduction, sont de deux natures différentes. Le rôle de lecteur, que tout le monde a, sauf erreur de manipulation, et un rôle de bibliothécaire. Alors je dis que tout le monde a le rôle de lecteur parce que quand on importe un dossier, quand on crée un dossier manuellement, ce rôle est assigné par défaut. Donc pour que quelqu'un n'ait pas le rôle de lecteur, il faut avoir fait une erreur de manipulation et donc l'avoir supprimé. De la même manière, le rôle de lecteur, nous n'avons pas de date d'expiration. Ça aussi, c'est un point important. S'il y en a une, c'est aussi une erreur. C'est pas le cas forcément des dossiers, des rôles de type professionnel, qui peuvent avoir une date d'expiration. Voilà. Là, c'est un petit peu différent. Alors, si on regarde le rôle type, alors là, après, il va falloir se familiariser avec les intitulés en anglais, hein, mais nous avons notre rôle de lecteur, hein, qui est intitulé Patron, et après, nous avons le reste, qui sont des rôles de type professionnel,
Alors avec une petite bémol pour les utilisateurs de Leganto. Leganto, c'est l'outil qui permet de gérer, enfin de créer, de gérer des listes de lecture, qui est à destination du corps enseignant pour la partie création, gestion des listes de lecture, et à destination évidemment du public étudiant pour la consultation. Donc là, on n'a pas, c'est pas des bibliothécaires, mais les enseignants qui interviennent sur Leganto ont un rôle qui est le rôle d'instructeur, donc qui est indiqué en français comme le rôle d'enseignant. Après, le reste, on est vraiment sur des rôles de bibliothécaires ou alors des rôles, on va dire, techniques à la API. Bon, ça, faut pas trop s'embêter avec ça. Les rôles basiques, enfin, le rôle que tout le monde a priori par défaut, c'est le rôle d'opérateur de bureau de prêt. Donc, il est libellé en anglais comme cela, Circulation Desk Operator. Donc, vous pouvez éventuellement l'ajouter et après, en complément, vous pouvez filtrer sur une bibliothèque ou une unité de gestion plus précisément. Vous voyez les différentes bibliothèques. Donc, si j'indique qui a le rôle d'opérateur de bureau de prêt pour la bibliothèque universitaire centrale du Mirail, je vais faire comme ça. Alors, je vais mettre voilà, user ID, c'est juste une suite de chiffres. Hein. Le user ID, c'est l'identifiant interne du dossier dans Alma, donc c'est quelque chose de non nominatif. Voilà. Et là, on voit toutes les personnes, puisque ce sont bien des personnes derrière ces chiffres, toutes les personnes qui ont le rôle d'opérateur de bureau de prêt derrière pour la bibliothèque universitaire centrale du Mirail. Donc le statut, hein, comme je le disais, c'est la même chose que pour les blocages. Les rôles peuvent être désactivés, donc c'est rarement utilisé. Néanmoins, on peut aussi filtrer pour ne demander que, dans ce cas de figure-là, que je viens de faire, et que les rôles qui sont, que prendre en compte les usagers qui ont le rôle d'opérateur de bureau de prêt actif. On va enlever. Et en descendant, bien, on arrive déjà à la fin de notre domaine users. On voit un dossier qui s'appelle Proxy4. Donc ça, c'est une fonctionnalité que nous n'utilisons pas dans Alma. C'est la fonctionnalité qui permet d'avoir un utilisateur qui fait des prêts ou qui fait des réservations, parce qu'il y a, voilà, ce service a été un petit peu étendu et avec deux possibilités d'intermédiation, mais ce sont des utilisateurs qui font des prêts ou des réservations pour le compte d'un autre. Donc dans le contexte d'université ou de laboratoire de recherche, ça peut être le ou la secrétaire du laboratoire qui emprunte et qui est déclaré comme ayant le droit d'emprunter pour les chercheurs de son laboratoire. Donc c'est une fonctionnalité que nous n'utilisons pas pour le moment, en tout cas. Donc, il ne devrait pas y avoir grand-chose qui remonte. Et là aussi, si ça remonte, c'est que ce sont des erreurs ou alors des tests. Les statistiques, pour finir, alors à ne pas confondre avec ce qui est là, ça, ce sont des statistiques qui sont mappées, c'est-à-dire que toutes les statistiques que nous importons que nous créons à l'importation des dossiers depuis le système de gestion de cartes, toutes ces statistiques-là ne sont pas associées à des catégories. Certaines le sont, d'autres non. Donc, dans l'absolu, on peut les associer toutes à des catégories. C'est pas un souci. Simplement, là où il y a un souci avec Alma Analytic, c'est qu'il n'y a que 5 catégories qui remontent. Donc, de mémoire, nous avons à peu près une dizaine de catégories statistiques utilisées, et sur cette dizaine, il n'y en a que 5 que nous pouvons exploiter. Donc, les catégories qui ne sont pas associées à des types qui remontent au niveau d'analytique, ces catégories statistiques restent exploitables ou restent récupérables, mais uniquement à cet endroit, c'est-à-dire uniquement depuis le domaine users et uniquement depuis ce champ qui s'appelle statistical category, qui va en fait lister en vrac l'ensemble des catégories statistiques qui sont stockées dans la totalité des dossiers de nos lecteurs. Donc autant dire qu'en l'état, c'est dur, pour pas dire pire, d'en faire une exploitation. Surtout que donc ce champ-là ne remonte pas dans le domaine fulfillment. Donc en toute objectivité, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Il y a quelques rapports qu'on a pu produire, qu'on a créé là-dessus. Mais voilà, quand on travaille sur les catégories statistiques, c'est
à partir déjà du domaine fulfillment, clairement qu'on le fait, et c'est en utilisant les catégories, les types de catégories statistiques que voilà. Donc ça veut dire qu'on est bridé, hein. Par définition, on ne peut utiliser que ces 5 types de catégories statistiques. Alors techniquement, on peut modifier, on peut dire que telle catégorie statistique, bah, j'en ai plus besoin, mais je vais en faire remonter une autre sous le type de catégorie numéro 1. Mais dans la pratique, on va considérer que ce qui est là est plutôt fiable, plutôt pour l'éternité. On va regarder hop, dans le détail. Donc la catégorie statistique numéro 1, ce sont les filières, UFR, composantes. On voit, et on le verra pour les autres catégories statistiques, que on a une ligne, par exemple, ici pour les NEET, mais on voit qu'on a une autre ligne, ENIT et ENSAT. Encore une autre ligne, ENIT, NCA7, etc. Ça correspond à des utilisateurs, qui, en fait, ont plusieurs inscriptions. Comme on les a dédoublonnés, on a gardé toutes les catégories statistiques, et au niveau d'analytique, en fait, ces usagers qui ont plusieurs inscriptions, ben, ces multi-inscriptions vont se traduire de la sorte. Donc un lecteur, enfin, ou des lecteurs, parce qu'il y a sans doute plusieurs personnes dans ce cas-là, qui sont simultanément inscrits à l'ENIT et à l'UPS auprès de la faculté des sciences, eh bien, vont émerger sous cette ligne-là et pas sous celle-ci. Parce que là, on va trouver que les utilisateurs qui n'ont vraiment que une inscription à l'ENIT de Tarbes. Donc ça, c'est pour les composantes et les filières. On a la même chose dans la catégorie 2, mais c'est pour les établissements, avec le même mécanisme de choses de lignes dans lesquelles il y a plusieurs établissements simultanément. On trouve dans la catégorie numéro 3 l'année d'études. Alors l'année d'études est en partie recoupée par le groupe d'usagers. Hein, groupe d'usagers, licence, master, doctorat. Simplement, si vous voulez avoir l'année d'études, par exemple, dans la licence, c'est là qu'il va falloir, ça qu'il va falloir utiliser. Pareil pour le master, distinguer les M1 ou les M2, ou distinguer les doctorants en fonction de leurs années d'inscription doctorat. Pareil, toujours pareil, ouais. Bac plus, enfin avant bac, c'est un peu particulier. Et après, vous avez les lignes, une ligne avec une catégorie unique, une ligne avec 2 catégories, une ligne avec 3, etc. Catégorie 4, là on change complètement de sujet. Là on est sur les lecteurs autorisés. Donc, ce sont des catégories qui sont assignées manuellement au moment de l'inscription de nos lecteurs autorisés. Donc il y a beaucoup de choses qui correspondent à des choses, des enseignants, les enseignants du secondaire. Il y a aussi une catégorie pour les enseignants du primaire, puisque ce sont des catégories d'utilisateurs qui sont fortement utilisateurs de nos services, en particulier du collection des bibliothèques du réseau des INSPE, mais pas que. Et nous avons la catégorie 5, là on revient aux lecteurs institutionnels, et plus précisément on revient aux étudiants, puisque ce sont les codes de diplôme, avec toujours le même principe. Certains, il n'y a qu'un seul diplôme, là il y a a priori deux diplômes simultanés. Donc ça, ce sont les catégories statistiques qui aujourd'hui remontent sous ces types de catégories statistiques. Et si on regarde là le statistical category, qui est donc le grand vrac, le grand pot commun, là on peut tout faire défiler. Alors avec en plus une difficulté supplémentaire, c'est que là on n'a pas les libellés en clair. C'est uniquement les codes de gestion. Donc là, c'est des codes étapes a priori. Donc autant dire qu'il faut les connaître. Alors certains connaissent très bien la structure de leur code étape, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et là, on pourrait faire défiler très très longuement cette liste. Elle est interminable puisque ce sont toutes les catégories statistiques de tous les utilisateurs. Donc il y a plusieurs milliers de lignes. Donc le vrac remonte ici. S'il n'y a rien sous les types, on peut éventuellement essayer de construire un rapport là-dessus. Simplement, vous ne le ferez pas depuis fulfillment. Vous le ferez depuis users. Donc, si vous avez besoin de que cette info remonte et soit liée à des données de près, il va falloir créer 2 rapports en 2 temps différents. Par exemple, un rapport users dans lequel vous allez filtrer spécifiquement sur cette catégorie statistique et en affichant par exemple l'identifiant principal, et après vous allez créer un deuxième rapport que vous allez filtrer justement sur l'identifiant principal. Donc vous allez filtrer sur l'identifiant principal et surtout sur la liste des résultats fournis par le premier rapport
pour ensuite faire voilà, vos décomptes au niveau du domaine fulfillment. On verra dans une autre vidéo comment on peut créer des rapports comme ça imbriqués. Mais là, c'est effectivement la seule manière de procéder. Donc après, en termes de création de rapports, ben, il existe déjà beaucoup de rapports à disposition sur les usagers, alors plutôt à destination des administrateurs circulation. Ils ont un environnement de rapport dédié dans un tableau de bord, mais évidemment, on peut tout à fait vouloir compléter ce qu'il y a lieu d'être ici depuis ce domaine. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le domaine users et je vous remercie de votre attention.